Le Mali ou l'Empire malmené. La République du Mali, avec ses 1 250 000 km², est après le Niger, le plus vaste État de l'Afrique de l'Ouest. Il est enclavé entre l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. La population malienne est estimée à environ 22 millions d'habitants et elle est constituée d'au moins une dizaine d'ethnies dont les Bambara, groupe majoritaire, les Malinké, les Peuls, les Touaregs, les Dogons, les Sénoufos, les Bois, les Bozo, les Maures, les Kassonké. Cette multiethnicité n'est que le résultat de l'histoire impériale de la République du Mali. Avant un retour bref sur l'histoire du Mali, rappelons quelques éléments essentiels à la compréhension de ce qui s'y passe aujourd'hui même, sur ce territoire et au-delà, dans toute la région du Sahel. Prospérité et richesse au sous-sol. Terreur et violence à la surface. D'abord, le sous-sol malien regorge de métaux précieux. L'or est présent en grande quantité, environ 800 tonnes. 1 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, pétrole et gaz. Environ 2 milliards de tonnes minerais de fer. 1,2 milliard de tonnes de bauxite, etc. Et ce ne sont là que des estimations données par ceux-là même qui participent à l'exploitation de ces richesses et qui ont tout intérêt à minimiser les ressources de ce pays. Ces évaluations ont été validées en 2016 par la Banque de France et aucune autre estimation n'a été faite ni par les Maliens eux-mêmes, ni par les Chinois, ni par aucun autre partenaire. Avec ces potentiels énormes, on comprend mieux pourquoi cette région qu'intègre le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et la Guinée suscitent autant l'intérêt et pourquoi les puissances étrangères adoubent les dirigeants qui leur sont inféodés et se refusent à reconnaître les gouvernements qui veulent remettre les richesses à leur peuple. Le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il occupe la 184e place sur 189 pays et territoires. C'est déjà une première absurdité, c'est à croire que sur le continent africain, la richesse des populations est inversement proportionnelle à la richesse dans les sous-sols. En clair, plus un pays est potentiellement riche, plus sa population est effectivement pauvre. Et ce constat presque axiomatique concerne tous les pays africains, de l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud. Nous y reviendrons en détail à la fin du reportage. L'Empire du Mali, 1240 à 1645, ce qu'on appelait alors l'Empire du Mali, s'étendait entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les territoires actuels du Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, la Mauritanie et l'extrême sud du territoire algérien. Il fut fondé par Soundiata Keïta après sa victoire sur le royaume de Soso de l'Afrique de l'Ouest qui a succédé à l'Empire du Ghana, en 1077. L'empereur Soundiata Keïta, alias Soundjara 1230 à 1255, est un prince mandingue, dont le nom signifierait « prince lion ». Soundiata Keïta a formé une puissante alliance avec d'autres chefs, excédés par la dure domination de Soumoro Kanté du royaume de Soso. Keïta instaure alors un gouvernement centralisé et constitue une armée assez puissante pour conquérir d'immenses territoires qui font du Mali le plus grand empire du continent africain. L'empire du Mali prospère grâce au commerce et à son emplacement privilégié, situé entre les forêts tropicales du sud de l'Afrique de l'Ouest et les puissants califats musulmans d'Afrique du Nord. En outre, le fleuve Niger offrait un accès facile à l'intérieur de l'Afrique et à la côte atlantique. Le contrôle de l'Empire du Mali sur les routes transsahariennes garantissait la sécurité pour les caravanes et facilitait les échanges entre les royaumes du Nord et du sous-continent africain. L'Empire du Mali avait alors un triple revenu, il soumettait à l'impôt le passage des marchandises commerciales, achetait des biens pour les revendre aux partenaires commerciaux et royaumes hors de sa sphère d'influence et il avait accès à ses propres ressources naturelles. L'Empire contrôlait alors les riches régions aurifères de Galam, du Bambouk et du Buré. Déjà, il était question de ressources minières. Bref, la poussière d'or est alors échangée contre le sel du Sahara et d'autres produits manufacturés. L'or de l'Empire du Mali est particulièrement demandé par des puissances européennes, telles que la Castille en Espagne, Venise et Gênes en Italie où la monnaie est frappée dans ce métal précieux. L'Empire, sous le règne du roi des rois, Mansa Moussa, de 1312 à 1337. Période durant laquelle l'Empire a atteint son apogée.
Son influence allait alors de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'aux confins du Sahara, au nord et aux forêts du golfe de Guinée au sud. Le pèlerinage de ce souverain à la Mecque est resté célèbre dans les chroniques arabes et berbères de l'époque. À ce propos, le nom de Moussa Kankou, évoqué dans certaines régions berbérophones, est associé à un individu redoutable et intraitable et concernerait probablement Kankou Moussa. Il est vrai que le prophète Moïse se dit aussi Moussa. Mais, en tant qu'envoyé de Dieu, il n'a comme tous les autres prophètes, rien de redoutable ni d'impitoyable. Bien au contraire, son nom évoque plutôt la bienveillance, la protection et l'altruisme. Quoi qu'il en soit, la puissance économique et commerciale du Mali était alors considérable et y était sous protection d'environ 100 000 hommes engagés spécialement à sécuriser des caravanes et des routes commerciales. Ces hommes ne faisant pas partie des forces militaires de l'Empire et correspondent plutôt aux forces de police de l'époque actuelle. Cela en dit long sur l'hyperpuissance régalienne de l'Empire du Mali, sous les Mansa. En tout cas, ce contexte économique très favorable a permis le développement des villes comme Gao, Djenné, Tombouctou et bien d'autres. Le déclin de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali a commencé à décliner vers le XVe siècle. Les règles de succession royale mal définies ont conduit les membres de la famille impériale à des guerres intestines en vue de l'accession au trône. Toujours le pouvoir et rien que le pouvoir. Tandis que les frères, cousins et oncles s'affrontent pour accéder au trône, plusieurs royaumes rivaux se développent à l'ouest, notamment le royaume Songhai. S'ajoute à cette lutte pour le pouvoir, la concurrence faite aux caravanes sahariennes par les navires portugais qui naviguaient le long de la côte ouest de l'Afrique et qui offraient un moyen efficace de transport de marchandises de l'Afrique de l'Ouest vers la Méditerranée. Les dissensions internes ont encouragé les Touaregs et les Moussis qui contrôlaient les terres du sud du fleuve Niger. Vers 1468, le roi Ali de l'Empire Songhai conquit une bonne partie de l'Empire du Mali, réduit à ne contrôler qu'un petit territoire sur sa partie occidentale. Ce qui reste de l'Empire du Mali sera conquis par l'Empire chérifien, Maroc actuel, vers le milieu du XVIIe siècle. Vers le milieu du XVIIe siècle, les Bambara créent avec Kalajan Koulibaly un royaume animiste autour de Ségou, situé à 200 km de Bamako. Après un règne qui a duré 30 ans, entre 1652 et 1682, Kalajan Koulibaly n'a pas réussi à mettre en place un État fort. La dynastie Koulibaly resta au pouvoir à Ségou et a régné sur un petit territoire qui s'étend entre Bamako et Tombouctou, jusqu'en 1766 où Ngolo Diarra, un captif des Koulibaly, s'empare du trône et rétablit l'autorité sur les armées de volontaires. Règne de Ngolo Diarra, 1766 à 1792. Ngolo Diarra a régné, selon plusieurs sources, jusqu'en 1790 ou 1792. Après sa mort, ses enfants et petits-enfants lui succèdent à la tête de ce petit royaume jusqu'en 1861. L'année durant laquelle Hadj Omar Tall s'empare de Ségou et met fin au royaume Bambara. Omar Tall entreprend à partir de Dinguiraye, centre urbain situé au nord-ouest de la Guinée, la création d'un empire théocratique musulman, appelé Empire tout couleur. Son fils Amadou Tall, à qui il a confié la ville de Ségou, ne réussit pas à maintenir l'unité au sein de l'empire en gestation. En 1880, les Français ont promis à Amadou Tall de ne pas toucher à ses possessions. Il refuse alors de s'allier avec Samori Touré qui luttait contre les conquêtes britanniques et françaises. Rappelons que Samori Touré est considéré comme l'un des plus grands résistants africains contre les conquêtes britanniques et françaises. En 1890, les Français n'ayant pas tenu leurs promesses, conquièrent Ségou et Amadou Tall, pour échapper à une mort certaine, se réfugient au Nigeria et signent la fin d'un empire multiséculaire et des royaumes africano-africains. Année 1892-1960, une colonie française, la conquête coloniale française menée par Faidherbe puis par Gallieni a commencé à partir du Sénégal en direction de l'Est. Les Français conquièrent tout le territoire de ce qui allait devenir le Soudan français et plus tard, le Mali. Cette conquête d'un territoire divisé en plusieurs royaumes s'est opérée par la force et l'imposture. Gallieni et ses compagnons ont joué les uns contre les autres, en faisant signer des accords et traités bidons et pas toujours respectés. En 1880, Gallieni découvre Bamako. Après son installation à Kita, ville du Mali, le général Borny Desbordes se lance le 16 février 1881 vers Bamako.
Le 26 février de la même année, l'armée française bat en retraite devant l'armée de l'irréductible anticolonialiste, Samori Touré. Ce dernier a résisté contre les troupes coloniales françaises, avant d'être arrêté en Côte d'Ivoire et déporté au Gabon où il meurt en 1900. Le territoire malien, dénommé au Sénégal-Niger, devient de fait, en 1895, une colonie française intégrée à l'Afrique occidentale française avec une partie de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger. La Fédération du Mali, lors du référendum du 28 septembre 1958, les électeurs du Soudan français votent en faveur de la création de la République soudanaise au sein de la communauté française. Le 4 avril 1959, le Sénégal et la République soudanaise se regroupent pour former la Fédération du Mali. Le 20 juin 1960, indépendance de la Fédération du Mali. Les divergences entre Soudanais et Sénégalais sont nombreuses. Les Soudanais souhaitent rapidement la fusion entre les deux nations et excluent que Léopold Sédar Senghor ne devienne président. Fonction que doit occuper selon eux, Modibo Keïta est nommé le 20 juillet, chef du gouvernement de la Fédération du Mali. Et en août 1960, il condamne les essais nucléaires français la Regan au Sahara algérien, et s'en est pris directement au président français Charles de Gaulle et à son premier ministre Michel Debré, les accusant d'irresponsables. Au Conseil fédéral du 19 août 1960, Mamadou Dia est déchargé de ses fonctions ministérielles qui sont confiées à Modibo Keïta. L'indépendance du Sénégal, le lendemain, le 20 août 1960, l'Assemblée sénégalaise proclame l'indépendance du Sénégal en dehors de la Fédération du Mali. Modibo Keïta est alors reconduit à la frontière soudanaise. Le 5 septembre, Léopold Sédar Senghor est élu président du Sénégal. Le 11 septembre, le gouvernement français prend acte et reconnaît de fait l'indépendance du Sénégal. L'indépendance du Soudan, gardant le nom du Mali. Le 22 septembre, les Soudanais proclament leur indépendance en dehors de la Fédération du Mali et conservent le nom du Mali pour leur nouveau pays. La Fédération du Mali, indépendante de la France, n'aura vécu que 3 mois, de juin à septembre. Le Mali, sous Modibo Keïta, après l'éclatement de la Fédération du Mali, le 22 septembre 1960, proclame l'indépendance du Soudan français qui devient République du Mali. Le président Keïta oriente la politique de son pays vers une socialisation de l'économie s'inspirant du socialisme soviétique. Il nationalise les secteurs d'import-export du Mali. Il crée le franc malien en 1962. Les difficultés d'approvisionnement ont entraîné des mécontentements au sein de la population. Une colère populaire récupérée par ses opposants, anciens députés à l'Assemblée nationale française, Philippe Dabo Sissoko et Amadou Ndiko qui l'a fait incarcérer. Modibo Keïta a œuvré toute sa vie pour mettre en place une unité africaine. D'abord, en participant à la création de la Fédération du Mali avec Léopold Senghor. Trop francophile à son goût, il s'en éloigne après l'éclatement de la Fédération pour se rapprocher des partisans de l'Afrique aux Africains, du Guinéen Sékou Touré et du Ghanéen Nkrumah. Il fonde avec Sékou Touré et Nkrumah, l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest. Il porte son soutien inconditionnel aux indépendantistes algériens du PFLN durant la guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Il aide à l'envoi des paramilitaires sud-africains de l'ANC, dont Mandela, dans les maquis algériens pour s'entraîner à la guérilla. En 1963, il est l'un des artisans de la rédaction de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Par ailleurs, il a invité le roi du Maroc, Hassan II et le président algérien, Ben Bella à Bamako, le 29 et 30 octobre 1963 et mis fin à la guerre des Sables, conflit frontalier algéro-marocain et un cessez-le-feu entre en vigueur le 2 novembre 1963. Une victoire personnelle pour Modibo Keïta et un prestige pour l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui, Union africaine, capable de régler en interne les différends entre les pays du continent. Il mit fin de façon autoritaire à l'esclavage, persistant dans certaines régions du pays, malgré l'interdiction officielle. De 1963 à 1966, il normalise ses relations avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Pour Paris et ses relais africains, c'en était trop de ces panafricanistes incontrôlables et trop indépendants qui s'est rapproché de l'Union soviétique et la Yougoslavie de Tito et qui bénéficie d'un immense prestige, non seulement auprès de ses voisins du nord du continent, mais bien au-delà, sur tout le continent africain et chez les latino-américains. Modibo Keïta était l'homme à abattre. Il est renversé le 19 novembre 1968 par un coup d'État organisé par le lieutenant Moussa Traoré. Il est alors placé en détention à Kidal.
Il meurt en détention en 1977, dans des circonstances suspectes, à l'âge de 61 ans. Le Mali sous Moussa Traoré, de 1968 à 1991, d'abord président du Comité militaire de libération nationale et président de la République du Mali, le 19 septembre 1969. Il abandonne le socialisme économique de l'ancien président Keïta et instaure un régime policier. Toutes les activités politiques sont alors interdites. En 1972 et 1973, une sécheresse frappe le Mali. L'aide internationale aurait été détournée par les membres de son gouvernement. En 1980, des manifestations étudiantes sont réprimées violemment. Le leader de la contestation, Abdul Karim Camara, dit Cabral, meurt sous la torture, le 17 mars 1980. En 1985, il aurait, rien n'est moins sûr, organisé une tentative de déstabilisation du Burkina Faso afin de renverser le président Thomas Sankara. La chute de Moussa Traoré. Le 22 mars 1991, une manifestation à Bamako est réprimée par la police et a fait plus de 200 morts. Le 26 mars 1991, le général Moussa Traoré est renversé par un coup d'état militaire mené par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré qui prend la présidence du comité de transition pour le salut du peuple. Il organise, le 29 juillet au 12 août 1991, la conférence nationale, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir aux civils et M. Alpha Oumar Konaré est élu président de la République du Mali en 1992. En 2002, conformément à la constitution du Mali qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, il quitte ses fonctions. Il rend hommage au premier président du Modibo Keïta en inaugurant un mémorial à Bamako et Gracie Moussa Traoré en 2002, avant de laisser sa place à Amadou Toumani Touré. Ce dernier est réélu en 2007 avant d'être renversé par un coup d'État, le 22 mars 2012, 2 mois avant la fin de son mandat. Coup d'État dirigé par le capitaine Amadou Sanogo qui prend le contrôle de la présidence. Les putschistes reprochent au président Toumani Touré la gestion du conflit au nord du Mali entre l'armée malienne et la rébellion Touareg. Sous la pression internationale, il remet le pouvoir aux civils le 12 avril 2012. Le président de l'Assemblée nationale malienne, Dioncounda Traoré, assure alors l'intérim jusqu'au 4 septembre 2013. Situation sécuritaire depuis la fin 2011. Rappelons que le 1er avril 2012, la rébellion Touareg, constituée du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et de plusieurs mouvements salafistes prennent le contrôle sur 3 régions situées au nord du Mali. Le 6 avril, les Touaregs du MNLA proclament l'indépendance de l'Azawad, tandis que les islamistes d'Ansardine souhaitent imposer la charia. Le 27 juin, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, MUJAO, chasse les Touaregs de Gao. Le 11 janvier 2013, devant la progression des groupes djihadistes au-delà de la ligne de cessez-le-feu et la prise de Konna dans le cercle de la région de Mopti qui constitue un verrou stratégique dans la marche sur la capitale Bamako, l'état d'urgence est alors déclaré. Le président par intérim Dioncounda Traoré demande l'aide au Tchad voisin. Le président par intérim tient à rendre le pouvoir et organise une élection présidentielle en août 2013 qui s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. En même temps, le président français, Hollande, déclenche l'opération Serval. En août 2014, il lance l'opération Barkhane pour sécuriser la bande sahélo-saharienne. Dans un premier temps, les groupes armés ont reculé. Mais, pas pour longtemps. Les attaques djihadistes ont repris de plus belle, occasionnant des milliers de morts et des millions de déplacés. Le nord du Mali et l'Iptako-Gourma, zone des 3 frontières, étaient les plus touchés. Les troupes françaises, incapables de faire face aux coups de boutoir de ces groupes armés, sont de plus en plus critiquées et les populations locales se posent sérieusement des questions sur leur présence et sur le véritable but de leur présence en territoire malien. Coup d'État du 18 août 2020. En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et des manifestations massives organisées par le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques, M5 RFP, qui incarne l'opposition au gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, totalement inefficace à endiguer les coups de boutoir des bandes armées. Le président Boubacar Keïta est arrêté et démissionne le 20 août 2020. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP, présidé par Assimi Goïta, prend le pouvoir. Monsieur Bandao est nommé président de la transition. Il est débarqué par Assimi Goïta, le 24 mai 2021. À la suite de ce coup d'État, la France a mis fin à l'opération Barkhane et décide d'appuyer la Task Force Takuba Dune.
force opérationnelle composée essentiellement d'unités des forces spéciales de plusieurs pays de l'Union européenne, dont le rôle consiste à sécuriser la région du Liptako. À tort ou à raison, les militaires au pouvoir à Niamey font état ouvertement de leurs doutes quant aux objectifs réels des forces françaises et européennes. Face à l'échec de l'armée malienne, des forces françaises à travers les opérations Barkhane et les forces européennes de Task Force Tabuka à éradiquer les bandes armées et au climat d'insécurité généralisé, matérialisé par des attaques djihadistes dans plusieurs régions du pays, M. Goïta n'a d'autre choix que de demander l'assistance au groupe paramilitaire russe Wagner, vers la fin de l'année 2021. Aujourd'hui, le Mali, en dépit de la précarité de la situation sécuritaire et le déploiement des groupes d'islamistes dans toute la région du Sahel, les militaires au pouvoir à Niamey reprennent l'initiative et lancent des offensives contre les bastions occupés par les groupes armés. La charte du Liptako Gourma. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako Gourma et créé l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance entre ces trois pays qui font face à la menace terroriste depuis plus d'une décennie a pour but d'établir une architecture de défense en vue de la prévention, la gestion et le règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres. En clair et en creux, si l'un des trois pays est menacé, les trois autres s'engagent à lui porter secours. En ce début du mois d'octobre, des actions menées conjointement par les trois armées ont mis hors d'état de nuire des centaines de terroristes et conquis des territoires, situés au nord du Mali, jusque-là entre les mains des bandes armées. En tout cas, la récupération au centimètre carré de tout le territoire malien est l'objectif affiché à moyen terme, par les autorités maliennes. Pour les militaires au pouvoir à Niamey, aucune partie du territoire malien ne doit rester entre les mains de ces bandes armées et de leurs sponsors étrangers. L'économie malienne en quelques chiffres. Rappelons quand même que les sanctions économiques du 9 janvier 2022 prises par la CEDEAO contre le Mali, après le coup d'État de mai 2021, ont fragilisé la majeure partie de la population malienne. Ce paquet de sanctions s'est matérialisé par la suspension de toutes les transactions commerciales entre le Mali et les pays de la région, le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO et la suspension de toute aide des institutions financières de la CEDEAO. Ces sanctions ont entraîné des conséquences dévastatrices sur la population en général, et plus particulièrement sur les populations vivant dans les zones de conflit et sur les personnes déplacées qui se comptent en millions de personnes. Il faut rappeler que le Mali importe environ 70% de ses produits de première consommation. Les militaires au pouvoir à Niamey ont alors fait face à deux dangers, la faim et l'insécurité. Les autorités maliennes ont pu compter sur leurs voisins algériens, guinéens et mauritaniens pour suppléer un tant soit peu aux pénuries. Par ailleurs, les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté sur le peuple malien qui a continué, contre vents et marées, à soutenir, malgré leurs problèmes quotidiens, les militaires au pouvoir à Niamey. Un bref retour sur ces ressources minières du Mali. Le Mali dispose des potentialités minières exceptionnelles. Le pays possède près de 1 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires de gaz et de pétrole, d'uranium, plus de 2 milliards de minerais de fer, de réserves de bauxite estimées à 1,2 milliard de tonnes, de manganèse et bien entendu l'or. Estimation, je l'ai mentionné plus haut, donnée par les pompiers pyromanes qui exploitent ces richesses. Autant dire qu'il faudrait les réévaluer tout de suite à la hausse. Et ce travail ne doit être fait que par les Maliens eux-mêmes. Ceux qui étaient capables d'édifier un empire sont, car c'est un jeu d'enfant, capables de regarder ce qu'il y a sous leurs pieds. Est géologue qui veut, mais pas empereur qui veut. Nous retiendrons donc les données officielles à la portée de tout le monde. Le Mali est le deuxième ou troisième producteur d'or en Afrique. Officiellement, 72 tonnes d'or sont produites rien qu'en 2022, sans y inclure les exploitations illégales qui échappent nécessairement au contrôle de l'État qui est accaparé par le problème de l'insécurité et par bien d'autres soucis. Rappelons quand même que l'or contribue à lui seul à pas moins de 25% du budget national, 75% des recettes d'exportation et 10% du PIB. Quand on sait que le sous-sol malien regorge, officiellement, de plus de 800 tonnes de réserves d'or. Par ailleurs, le Mali possède près de 1 million de kilomètres carrés de bassins sédimentaires, d'importants gisements de gaz et d'uranium, plus de 2 milliards de tonnes de réserves en minerais de fer,
Des réserves de bauxite estimées à 1 milliard de tonnes et des réserves de manganèse de plus de 20 millions de tonnes et la plupart des autres richesses minières telles que le diamant, les terres rares etc. restent à ces jours inexplorées et encore moins exploitées. Dans le domaine pétrolier et gazier, les travaux ont permis de révéler 5 bassins sédimentaires prometteurs. Aussi, un important potentiel existe en termes d'énergie renouvelable, solaire, hydroélectrique, éolien. Il s'agit pour le Mali d'explorer les possibilités pour l'exploitation de ces ressources afin d'accroître leur contribution à l'économie. Traversé par 2 grands fleuves, le Niger long de 4180 km, le 3e d'Afrique et le 9e au monde, et le Sénégal long de 1750 km, le Mali dispose d'importantes ressources en eau dont le potentiel est estimé à environ 148 milliards de mètres cubes contre des besoins annuels estimés à 6 milliards de mètres cubes, soit seulement 4% du potentiel. Avec de telles potentialités, le Mali pourrait raisonnablement devenir une hyperpuissance régionale et une puissance mondiale. Le problème, comme dans la plupart des pays africains, réside dans la mauvaise gouvernance. Avec des dirigeants, totalement soumis et corrompus, agissant tels des coopérants, mis en place depuis les années 60 par leurs maîtres du moment, dans l'intérêt de leurs parrains et de leurs intérêts propres, il n'est pas étonnant que les situations socio-économiques soient dégradées à ce point. Et les nouveaux dirigeants qui arrivent avec l'intention de redonner de l'espoir à leur population, doivent d'abord affronter les problèmes d'insécurité, du moins encourager, sinon, créer de toutes pièces par ceux qui ont intérêt à ce que la majorité des Africains vivent dans la misère au profit d'une petite minorité locale et à l'avantage des puissances occidentales. Il y a une véritable volonté politique chez les nouvelles autorités maliennes de changer cette fatalité. Jusqu'à preuve du contraire, M. Goïta et son gouvernement, qu'on les aime ou qu'on les déteste, là n'est pas la question, veulent simplement récupérer ce qui appartient au peuple malien. Rien de plus ni de moins.